Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Karen Grillet, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui mardi pour un nouveau Comme ça. Le principe est simple de cette émission, c'est de vous expliquer un petit peu le comment obtenir un certain résultat pour votre marketing et votre com. L'intitulé ici n'est pas très à jour puisque ce n'est pas uniquement des outils qu'on mettra en lumière. La chronique a bien évolué, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi c'était celui-là, sachant que je les avais mis à jour, mais c'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Aujourd'hui je vous propose de voir vis-à-vis d'une thématique plus globale sur la visibilité et comment en tirer le meilleur parti et comment être le plus vu, puisque aujourd'hui tout se joue sur cette fameuse visibilité vis-à-vis de notre situation. Aujourd'hui je vous propose de voir comment tirer le meilleur de nos supports de communication dans toute leur splendeur et dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez des questions, que ce soit durant le direct ou en replay, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous pensez que la thématique peut intéresser, plutôt le sujet peut intéresser vos connaissances, n'hésitez pas à leur partager la vidéo ou les inviter sur le live. En tout cas, laissez libre cours à votre empathie, générosité et surtout, n'hésitez pas à le partager. Donc aujourd'hui, comment tirer le meilleur de ces supports de communication? Il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est tirer le meilleur des supports existants et tirer le meilleur de supports à créer. Deux notions, une sur ce qui existe déjà, l'autre sur le développement des choses qui seront mieux pour vous. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, puisqu'on optimise au maximum ce qu'on a déjà créé, on n'est pas toujours tout le temps dans la stratégie, on n'est pas toujours tous accompagnés. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps de voir ce que l'on peut faire avec ce qu'on a déjà. Certains me connaissent un petit peu maintenant, mon adage c'est radin malin. Le principe c'est quand même de réutiliser, voire de détourner un certain nombre d'éléments pour vous apporter une solution, on va dire, à peu près concrète sur des choses qui peuvent être mises en place. Donc les meilleurs supports de communication, ce sont ceux qui vous reflètent le mieux et qui attirent le plus vos clients potentiels. Parce que la notion de devenir client est une notion complètement subjective qui, malgré tous les arguments que l'on pourra sortir, fait partie du libre arbitre de vos clients et c'est eux qui décideront si oui ou non ils décident d'acheter vos produits ou vos services. Mais jusque-là, il faut leur amener la preuve que vous êtes la bonne personne, à la fois en vous faisant connaître et en développant le côté crédibilité, le côté notoriété bien souvent, puisque la notoriété développe la crédibilité également. Et les supports de communication doivent avoir cette notion-là. Alors, hormis le côté stratégique, bien évidemment, les supports ne se choisissent pas comme ça, on en a parlé hier, c'est pas parce que le voisin fait un flyer qu'il faut faire un flyer. Bien souvent, justement, si tout le monde fait des flyers, on ne sait plus où donner de la tête et du coup, on ne choisit rien. Quand il y a trop de choix, on ne choisit pas. Et ça marche exactement de la même manière si votre support de communication arrive au milieu de plein d'autres de la même manière où il n'y a aucune différence. Et là où il y a des subtilités en communication, c'est qu'il faut à la fois avoir un support qui va être en accord avec ce qu'attendent le public, parce qu'on va les appeler public, c'est pas des clients, c'est pas forcément des prospects, on sait pas qui ils sont. Je pense notamment aux plaquettes qui peuvent être dans la salle d'attente des professions médicales ou paramédicales. Si la personne, pour passer le temps, va feuilleter, c'est là où j'adore justement proposer de déposer ces documents, parce que c'est là qu'on a le temps, on n'a rien d'autre à faire, et donc les gens vont être plus enclins à feuilleter ce type de document-là à cet endroit-là. Mais si finalement on n'a pas de distinction, donc les formats classiques, tout le monde a le même triptyque avec 2 plis roulés, si tout le monde a un peu les mêmes couleurs, la même façon de communiquer, bon, on va pas se distinguer, puis la personne prendra une, mais pas parce qu'il y en a une qui lui a tiré plus l'œil, c'est juste par mécanisme, elle prendra le premier de la pile. L'idée, c'est justement d'être un petit peu distinctif, soit vis-à-vis du format, soit vis-à-vis des couleurs, soit vis-à-vis de l'image, pour que la personne, quand elle se penche, au lieu de prendre la première de la pile par réflexe, va prendre celle qui est plutôt sur le côté au fond, parce que ça lui a flashé aux yeux. Voilà, je cherchais le terme. Donc ça, c'est le principe de différenciation. Et donc, vous allez pouvoir jouer cette différence à travers les formats, à travers les couleurs, à travers
un certain nombre de choses, et à travers le contenu, mais sur ce contenu, il faut faire attention, il y a des choses qui sont essentielles. Je reprends mon exemple de triptyque, d'accord. C'est dommage, j'en ai pas sous la main. Sinon, je vous aurais montré. Le triptyque, lui, est assez classique en termes de lecture. Et les gens savent très bien, enfin le cerveau plutôt des gens, s'attend à voir certains éléments à certains endroits en particulier. C'est-à-dire qu'on a une page de garde, la première page va être juste un titre qui va être survolé. C'est pour ça que le but, quand on a suffisamment de recul, c'est que la page d'accueil, elle va flasher à l'œil pour attirer la personne à ce qu'elle prenne et qu'elle manipule le dépliant. Donc son objectif à la page d'accueil, c'est juste d'attirer l'œil de loin ou de près pour être prise. Ça, c'est l'objectif de la première page du triptyque. À l'intérieur, la personne va s'attendre à avoir des éléments de présentation, souvent de produits, et de l'émetteur du message, c'est-à-dire de vous. Si vous êtes entrepreneur, c'est à titre individuel. Si c'est une entreprise, ce sera sur l'entreprise. En tout cas, c'est un support qui doit être pratico-pratique et à la fois présenter la personne et présenter ses produits et services. La page de rabat, elle, va servir à faire un rappel sur quelque chose d'essentiel à vos yeux. Ça peut être le contact, ça peut être une offre particulière, ça peut être le rappel de service particulier. Voilà, là après on a un petit peu quand même de maniabilité sur l'outil vis-à-vis de ce qu'on veut y mettre. Après, chacun le prodigue ses conseils comme il l'entend. Moi j'avoue que je mets quand même, selon mon client, on mettra une information en particulier ou une autre, selon l'importance de celle-ci. Et par exemple, et donc pour finir, là où c'est inéluctable, c'est donc la 5e page, qui est celle qui apparaît au dos du triptyque, où là, on a un rappel de l'identité, un rappel des coordonnées et éventuellement 3 lignes qui rappellent les services, et c'est absolument tout. Quand on manipule un triptyque, la personne va chercher vos coordonnées au dos du document. Donc si elles n'y sont pas, c'est pas bon. Voilà une idée donc de comment tirer parti de ces supports de communication. C'est déjà de savoir exactement comment fonctionne votre cible pour savoir comment graphiquement mettre en place votre communication, mais également votre message, où vous allez le placer, de quelle manière. Et la façon dont vous allez vous exprimer doit être certes personnelle, c'est-à-dire que vous allez utiliser vos mots pour pas qu'il y ait de différence entre ce que la personne va lire et ce que la personne entendrait en vous rencontrant. Il faut rester cohérent, mais il faut aussi mettre un contenu, des informations qu'attendent les futurs lecteurs de votre document. Donc ça, c'était vis-à-vis du document. Mais toujours, pour tirer le meilleur parti de ces supports de communication, ça va être de matcher notre histoire de stratégie. D'avoir un objectif qui soit bien défini, facile à atteindre et relativement simple. D'avoir une cible clairement identifiée avec les points, alors ça c'est ce que j'appelle mon tableau des cibles, où soit c'est le motif économique qui va être le plus important, soit c'est le motif hédoniste ou celui de sa propre expression, qui vont être primordiaux aux yeux des gens. Donc ça c'est vous qui connaissez votre audience, et c'est pour ça que les études des consommateurs va être très très important. Il va falloir aussi savoir si il vaut mieux minimiser les freins ou augmenter la crédibilité. Admettons on va jouer par rapport à ce message-là et vous permettre vraiment de venir apporter la bonne information au bon moment, au bon endroit. Donc comment tirer la... Là, du coup, j'ai commencé plutôt par la deuxième partie. Si vous créez des supports, surtout, allez bien sur cette hiérarchisation-là pour tirer le meilleur parti des supports que vous avez déjà sélectionnés. Et cette fameuse sélection va avoir un impact important vis-à-vis de la réussite d'un support. Et réajuster, il ne faut pas en avoir peur, d'accord ? La durée de vie d'une plaquette, c'est à peu près 2 ans. La durée de vie d'une carte de visite, bon, elle est un peu plus pérenne parce que on change pas d'identité tous les 4 matins, on change pas forcément des coordonnées, mais dès qu'on a un infime changement, on est amené à les modifier. Après, on a bien évidemment les supports digitaux. Et pour le digital, le meilleur moyen de tirer parti de ce support-là, c'est surtout d'être très présent et de produire énormément de contenu. C'est une chose que on ne veut pas voir.
souvent, en tant qu'indépendant ou petite entreprise. Il y a énormément de travail à faire en termes de contenu, à la fois pour travailler sur sa crédibilité, pour acquérir une audience, voilà. Mais rien que le fait d'être visible, d'accord ? Vous avez un site avec 3 pages et 5 articles, jamais vous ne remonterez sur Google et jamais vous n'aurez une communauté aguerrie qui va venir naviguer sur votre site. Le but du jeu, du web, si je puis dire, vis-à-vis des pratiques marketing que moi j'aime pas spécialement parce que mon objectif n'est pas du tout celui du machinisme, d'accord ? L'idée c'est pas de créer des automations à tout va. Enfin, vous connaissez mon aversion pour l'email marketing. Bref, l'idée c'est quand même que les gens puissent rester et se faire une opinion de vous. Et sans avoir de contenu, les gens ne pourront pas se faire une bonne opinion. D'accord ? Il y a bonne dans le sens se la construire tout court parce qu'il n'y a pas assez d'éléments, mais il y a aussi avoir une bonne opinion parce qu'il y a tellement sur la toile et il y a tellement de choses que quand on arrive sur un site, on va d'abord lire le contenu qui nous intéresse. Et puis finalement, si ça nous plaît, on va aller regarder qui est l'émetteur du message. Ah tiens, et puis il existe depuis 2012. Ah ok. Et donc on va faire un tour sur son blog, on va faire un tour sur ses réseaux sociaux, on va voir un petit peu ce qu'il diffuse comme message, et c'est tout cet environnement qui va donner cette fameuse bonne impression. La bonne impression, vis-à-vis du digital, elle se fait pas en 3 secondes. Enfin, si, quand c'est mauvais, en moins de 3 secondes, c'est fichu. Mais pour la construire, pour convaincre, il va falloir prendre beaucoup plus de temps et vraiment miser sur le long terme vis-à-vis de ces actions pour que vous puissiez en bénéficier et en voir les bénéfices sur le long terme. Et j'appuie vraiment sur cette notion parce que on attend tellement de son site web en se disant qu'on va avoir plein de clients parce qu'on a monté son site. Non, c'est pas vrai. Pour avoir un site qui soit efficace, il faut avoir constitué une audience. Pour avoir constitué une audience, il faut avoir créé son réseau. Pour créer son réseau, il faut avoir développé sa notoriété et sa crédibilité, puisqu'encore une fois, si les gens ne croient pas en nous et s'ils ne nous considèrent pas comme une alternative à leurs problématiques, alors il n'y a rien qui se développe. Donc il faut apporter des supports de communication qui vont pouvoir répondre à tous ces schémas, répondre à à tous ces besoins différents, en sachant où votre audience va aller vous chercher. C'est pour ça, par exemple, je suis un mauvais exemple. Vous le savez, je suis le pire des cordonniers et je l'assume complètement. Mais par exemple, moi qui n'ai pas de book sur mon site internet, j'ai mis le lien vers un compte Instagram que je n'ai malheureusement pas entretenu jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de m'y remettre. Mais du coup, grâce à ce mur Instagram, ils voient mes réalisations. Donc, ça se complète. Sur les réseaux sociaux, ils vont voir ma personnalité, puisque sur NCNcom, c'est que des jeux tout le temps, alors que, et puis sur Misscom, on est sur de la transmission de compétences et de connaissances pour vous amener à mieux communiquer, ou en tout cas, c'est mon souhait. Donc les gens pourront se faire une idée. D'ailleurs, la vidéo, c'est vraiment l'outil de prédilection si on cherche vraiment à accroître sa notoriété. Du moment que cette action est relativement bien encadrée, vous pouvez en tirer le meilleur parti. Et c'est quelque chose de très très important et intéressant. Donc tirer le meilleur parti de ces supports, ça va être aussi de pouvoir les faire se croiser. On n'y pense pas souvent, mais bien souvent, je dirais que si, on arrive à le faire un petit peu, notamment vis-à-vis des articles de blog. L'analogie que je peux faire, qui marche relativement bien, c'est l'association blog-réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on arrive, c'est assez automatique que lorsqu'on écrit un article de blog, on va le partager sur les réseaux sociaux. On peut aussi l'associer au mailing, voilà, puisqu'on va partager son article à ses abonnés. Ça, ce sont des automations qui sont déjà, on va dire, assez inconscientes et relativement faites de manière automatique. Sauf que il n'y a pas que ça. Il peut y avoir, la plaquette qui donne le b.a.-ba des informations, un condensé des points clés véritablement de votre entreprise, avec l'appel à l'action, puisque c'est le grand terme en ce moment, l'appel à l'action d'une plaquette, c'est d'aller sur le site internet. Alors que, il y a 10 ans en arrière, c'était l'inverse. On avait un site web qui proposait de télécharger la plaquette en version numérique ou de recevoir la plaquette, et c'est la plaquette qui était l'élément institutionnel de base sur lequel on se basait pour se faire une opinion sur quelqu'un et avoir
les informations complètes. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'appel à l'action se place sur la plaquette, dans l'objectif que les gens aillent vous trouver sur Internet pour développer la relation, c'est-à-dire venir lire ce qui vous concerne, trouver des informations supplémentaires qui viennent compléter la plaquette. Donc ce sont tout ça des éléments qui viennent se nourrir les uns les autres et qu'il faut absolument garder. Tout comme je ne suis pas pour l'impression de carte de visite si on n'a pas d'objectif de réseautage véritablement. Si on ne réseaute pas, si on ne distribue pas des cartes de visite à la pelle, elles n'auront aucun effet dans notre placard. Et ça, radin malin, autant ne pas en imprimer et utiliser d'autres supports de communication qui répondront bien plus à ça. La carte de visite est là uniquement pour redonner les contacts. Donc tout ce qui va être des professions médicales, paramédicales, c'est très intéressant parce qu'on va aller la plaquer, ou la mettre avec un aimant sur son frigo pour avoir le numéro de son ostéo, par exemple. Mais on n'a pas du tout sur besoin d'une carte de visite si on reste chez soi. Si on est digitalisé, ça ne sert absolument à rien. On n'a personne à qui les donner. Voilà, Sylvie me dit, je suis en train de bosser en urgence sur mon catalogue. En t'écoutant, écoute, je te remercie. Le catalogue, justement, va être un élément aussi très intéressant et très important. On pourrait présenter, que ce soit sur le digital ou sur sa page d'accueil de site, sur ses réseaux sociaux et même sur sa plaquette, on pourrait présenter 2-3 produits phares. Et l'appel à l'action serait d'aller consulter le catalogue où on aura toutes les informations dessus. Donc le principe est là, c'est qu'on va utiliser des supports, c'est ce qu'on appelle le cross-canal. C'est le multicanal, parce que le cross-canal, c'est le principe de reprendre le même sujet et de le refaire dans différents formats différents, dans des formats différents. Et pour moi, ça c'est du duplicate content, ça ne sert absolument à rien, puisqu'aujourd'hui, nos audiences sont partout au même endroit, quasiment. Il y a vraiment que quand on a des cibles totalement distinctes entre la newsletter, je pourrais faire le pendant par exemple, où mes réseaux sociaux, c'est plus les entrepreneurs, et aujourd'hui, vis-à-vis des opt-in que j'ai mis en place sur mon site internet, j'ai beaucoup plus de B2B, de services communication marketing et de professionnels de la com dans ma mailing list. Donc si je voulais faire justement quelque chose d'intéressant, c'est que je peux partager le même contenu sur les réseaux sociaux et sur cette mailing list parce que de toute façon, ce n'est pas la même... c'est pas la même audience. Et ça irait comme exemple le partage de mon article de blog. Comme ça, je pourrais informer les professionnels du marketing de mon nouvel article et les entrepreneurs de mon nouvel article également via les réseaux sociaux. Donc là, je peux publier effectivement la même information puisque les deux communautés ne sont pas au même endroit. Par contre, si j'ai un contenu qui va être relativement consulté par les deux, même si c'est dans des espaces différents, je ne vais pas aller les promouvoir de la même manière, et puis de toute façon, de manière globale, un pro du marketing n'attendra absolument pas le même contenu que n'importe quel indépendant. Donc c'est aussi pour ça que la pertinence de votre contenu va venir jouer sur cette idée de meilleur support de communication. Il n'y a pas de meilleur support en bref. Il y a vraiment celui qui vous convient par rapport à ceux avec quoi vous êtes super à l'aise, d'accord ? Allez toujours sur quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise, parce que si vous n'êtes pas à l'aise, ça plombe votre crédibilité et ça met à mal votre entreprise. Donc faites toujours quelque chose qui vous correspond, sur lequel vous êtes à l'aise, et donnez les informations qu'attendent vos visiteurs pour être beaucoup plus pertinents et faire en sorte que la rencontre se fasse réellement et se concrétise. Voilà, alors Sylvie me demande c'est quoi la différence entre une plaquette et un catalogue. Un catalogue, c'est comme ce qu'on reçoit des supermarchés dans sa boîte aux lettres, c'est une liste avec des promos éventuellement, ou c'est, pour les catalogues de Noël, la liste de tous les cadeaux qu'ils ont en magasin. La plaquette, elle, est à titre de présentation. La différence, c'est qu'il y en a une, c'est une communication dite institutionnelle, pour la plaquette, qui va reprendre de manière complètement objective la personne. Donc on présente qui on est, ce qu'on fait, sans aller dans le détail de la prestation. Le catalogue, lui, ne présente que les prestations et rentre dans le détail de chacune.
et enfin alors prestations ou produits, bien évidemment. On connaît d'ailleurs davantage les catalogues pour les produits que pour des produits non physiques, mais voilà, dans les deux cas, on va avoir un détail vraiment misé sur le contenu de chacun, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on va avoir sur les catalogues de jouets, on aura un visuel, on va avoir le prix, on va avoir les détails techniques, enfin, comme une fiche produit qu'on trouverait aujourd'hui sur Internet, mais en plus condensé, on va le retrouver sur le catalogue papier, au même titre que un e-shop, c'est un catalogue de produits, hein, et donc chaque fiche produit doit comporter un certain nombre d'éléments qui viennent convaincre la personne que c'est le bon produit pour elle. Et à l'inverse, le catalogue de formation, lui, va pouvoir lister, puisque je sais que c'est un catalogue de formation, tu vas pouvoir lister les objectifs pédagogiques, le public auquel elle s'adresse, les attentes visées, etc. Et le programme, bien évidemment, qui sont des éléments de présentation de ce que contient. Finalement, c'est le contenu du produit, qu'il soit virtuel ou physique, et le descriptif de celui-ci. Donc, le catalogue, que ce soit des produits physiques ou des produits virtuels, ou en tout cas des prestations, vont rester dans la même veine. Alors que la plaquette n'ira jamais rentrer dans le détail de ces produits. On va dire, je vous accompagne sur votre réorientation professionnelle. Et pour ça, j'ai différents moyens. Le coaching individuel, les ateliers collectifs et la formation. Voilà. Tes produits sont tes services et on n'ira pas dans plus de détails que ça sur de la communication institutionnelle au niveau des plaquettes. Donc le principe sur comment tirer parti de ces supports de communication, ça va être de trouver un lien qui nous permette d'en parler de manière différente de nous, de nos produits, de nos services, en fonction de la cible, sur des supports qui vont être adaptés et à ce qu'attendent les gens vis-à-vis de tout ça. Alors attends, Sylvie, le contenu total de chacune des formations. Et oui, sur ton catalogue, c'est ça. Ça doit être le contenu. Donc logiquement, sur le site, on aura un onglet catalogue dans lequel il y aura toutes les fiches, alors souvent classées par thématique, qui vont reprendre un schéma particulier. C'est ce que je fais d'ailleurs pour un client qui travaille sur de la négociation. Alors lui, c'est pas les formations, mais ce sont les ateliers et masterclass que l'on est en train de créer et de classifier, qui ont le même maquettage. Et ça a l'avantage, c'est qu'une fois que c'est maquetté, après ça va relativement vite à faire. Et voilà, c'est fastidieux, mais c'est faisable. Et c'est ce qui permet de faire la différence, encore une fois, avec d'autres prestataires et faire la différence sur son marché et augmenter sa fameuse crédibilité. Donc l'idée du tri, de comment tirer le meilleur parti de ces supports, pour en revenir à notre sujet, ça va être des supports qui sont attendus par la cible, un message qui va être attendu et sur lequel on va pouvoir jongler, faire du multicanal pour que l'information puisse se trouver tout au fil du parcours client. Le fameux entonnoir, en fait, le parcours, c'est pas un parcours de vente, ça va être un parcours client où on va à chaque étape chaque fois qu'on croise le client, on va lui apporter quelque chose de différent, de complémentaire à ce qu'il a déjà vu, pour répondre à l'objectif, soit sur le fait de se faire une opinion, soit sur le fait d'acheter vos produits et services. Pour cette fois, je vais faire live, que j'ai un jour pour le faire. Oui, ma foi. Mais tu peux aussi, on décale un petit peu, on sort un peu du sujet, mais par rapport à Calliope, tu peux le mettre que c'est en cours. T'es pas obligé de l'avoir tout bouclé par rapport à ça. Bref, je sors complètement du sujet. Si vous avez des questions vis-à-vis de comment tirer le meilleur parti de vos supports de communication, n'hésitez pas. Petit détail quand même et dernier détail, l'analyse reste un point bien évidemment indispensable pour pouvoir juger de la pertinence de vos supports. Alors comment on fait ces analyses ? C'est pas compliqué, hein. On va pouvoir mettre un code promo sur les réseaux sociaux. Si le code promo est beaucoup utilisé, alors c'est que ce support a fonctionné. Quand quelqu'un vous appelle, toujours pensez à lui demander par quel biais il vous a connu, rencontré. Est-ce que c'est par la plaquette ? Est-ce que c'est une carte de visite ? Est-ce que c'est votre page Facebook ? Est-ce que c'est votre site internet ? Il faut impérativement que ces choses-là puissent être identifiées pour savoir si vous avez fait une plaquette et que vous l'avez mise, mettons, comme ça arrive beaucoup, à la boulangerie ou dans l'accueil de votre mairie.
Si les gens vous contactent et que et que vous voyez que personne ne vous appelle et ne répond, que c'est par le biais de votre plaquette, et que vous voyez que le petit A, parce que vous l'avez compté, d'accord, vous savez que vous avez mis 20 exemplaires de la plaquette chez votre buraliste, 20 exemplaires de la plaquette en mairie. Si quand vous revenez, il y a toujours 20 plaquettes, c'est que c'est probablement pas soit le bon endroit, soit le bon support. Là encore, on va réajuster. Et on n'annule pas un élément tout de suite, d'accord? On fait vraiment pas à pas, c'est-à-dire que la première étape va être d'analyser le contenu, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut corriger? D'analyser la distribution, c'est-à-dire que finalement la mairie c'est peut-être pas le bon endroit, donc on va changer de zone de distribution pour voir si ça peut marcher davantage, et laisser toujours le temps, on cherche pas les retours de vos actions marketing, même si elles sont plus ou moins précises sur un instant T, je pense notamment au code promo. Là, le code promo, oui, ce sera la chose la plus efficace que vous allez voir. C'est de pouvoir, s'il est utilisé dans le mois qui est en cours, alors c'est que ça a marché. Si votre code promo n'est pas utilisé, alors c'est que ça n'a pas été le bon canal sur lequel vous l'avez distribué. Au même titre, pour voir quelle audience va réagir le mieux. Là, je vous donne une caractéristique, une solution que moi, je fais moi-même par rapport à ma com. Quand je partage, je vais y arriver, mon article de blog, je crée des réducteurs, des raccourcisseurs d'URL, vous savez, donc il y a goo.gle, vous avez Bitly, bref, il en existe tout un tas. Et en fait, je crée un URL raccourci pour chaque support où je diffuse mon article. De cette manière, je peux retracer de manière plus opérationnelle, plus facile, plus évidente que sur un Google Analytics, qui lui va me donner la source, mais on ne saura pas forcément quand, etc. Là, grâce au réducteur d'URL, je sais exactement donc sur quel réseau, quel est le réseau qui a cliqué, si c'est dans un mail, si c'est sur LinkedIn, si c'est sur Facebook, si c'est sur quel post Facebook ça va être, voilà. Je vais pouvoir savoir où ils ont cliqué, à quelle heure, à quel moment de la journée, quel jour exactement. Je vais avoir tout ce détail-là dans mon tableau sur chacun de mes liens. Donc si je prends le lien Facebook, voilà, j'ai eu 5 clics sur les 2 jours après publication, plutôt le matin, parce qu'un tel a cliqué à telle heure, l'autre a cliqué à telle heure, voilà. Et je vais faire mes statistiques, et à partir de ces statistiques-là, ce qui arrive à 0, c'est à changer, à modifier, et puis quand on a déjà tout essayé, c'est d'annuler cette action-là, et d'en créer d'autres. Et puis, ce qui marche, on va justement aller le pousser. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, j'y réponds toujours quand je suis notifiée. Si vous pensez que l'info peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à l'inviter sur le live ou à partager carrément la vidéo auprès de ceux qui seraient intéressés. Bonne journée, bon appétit et à jeudi. Bye!